Bonjour à tous. Je suis ravie de voir autant de personnes sur cette session. Donc, je vous résume un petit peu ce qu'on va se dire aujourd'hui. Bon, l'idée, c'est de vous donner quelques astuces, en effet, pour une intégration sans faille et surtout pour des imports sans faille. Donc, on va parler aujourd'hui du journal d'achat et du journal de banque. Comment est-ce que ça s'exporte depuis Spendesk? Comment est-ce qu'on intègre ça dans NetSuite? On va deep dive un peu et on va regarder ce qui se passe dans NetSuite et pas juste Spendesk. Et on va peut-être aller un petit peu plus loin et commencer à parler, je ne sais pas, par exemple de cutoff ou ventilation analytique, si ça parle à certains d'entre vous. Donc, on va faire ça assez concret. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans Spendesk et je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans NetSuite. Donc, je vais arrêter de partager la presse et je vais vous montrer les outils directement. Donc, pour commencer, quand on a Spendesk, on a quelque chose qui ressemble à peu près à ça. On a des pages avec des requêtes, on a des pages pour comptabiliser, des invoices, des expense claims. Et on a l'ensemble de nos dépenses qui est regroupé ici. Donc, en fait, on peut un peu raccourcir en disant qu'en fait, Spendesk, c'est un peu la comptabilité fournisseur dans une seule et même plateforme, que ce soit l'approval workflow jusqu'à le paiement de la facture, ou en tout cas la génération du paiement, la comptabilisation du journal d'achat et du journal de banque lié à l'ensemble de ces achats. Tout ça, c'est regroupé via Spendesk. Et donc ici, on retrouve déjà un peu ce qui se serait passé si on avait reçu les factures physiques dans les mains ou dématérialisées et qu'on aurait voulu taper dans notre software les éléments. Donc ici, je prends quelques exemples. On a des factures ici. On a un bout de description qui va finir en fait dans la description de notre logiciel. On va lui associer un compte auxiliaire. On va potentiellement vouloir lui mettre une accounting date si jamais le closing, par exemple, a été fait. Là, moi, j'ai ma facture du mois de juin. Nous sommes le 14 septembre. Je n'ai peut-être pas envie d'impacter le mois de juin, même si la facture date du mois de juin. Donc, j'ai la possibilité de changer et de lui mettre la date du 1er septembre, par exemple, parce que c'est peut-être mon premier exercice qui est ouvert. Et ensuite, j'ai la possibilité d'avoir des journaux, de splitter ma facture entre plusieurs typologies de prestations, typologies de charges, et leur associer potentiellement des taux de TVA un peu différents. Donc ça, c'est très rapide vraiment sur la saisie. Moi, je vais un peu plus loin, je rajoute de l'analytique, notamment pour mon équipe FP&A, c'est pas mal, on peut regrouper toutes nos dépenses d'une seule et même équipe dans un cost center particulier. Et puis, on utilise l'analytique notamment pour déterminer quelles sont les natures des dépenses qui seront passées sur Spendesk. Donc, on a plein d'autres choses qui peuvent être ajoutées notamment. Je vous expliquerai notamment ce que, par exemple, j'utilise moi comme autre champ analytique pour aller un peu plus loin. Mais globalement, une fois que mon équipe comptable fournisseur est revenue là-dessus, a fait le tri, a déjà associé tout ce qu'il fallait, on va avoir des dépenses ici qui seront prêtes et que je vais pouvoir exporter dans mon ERP. Donc, très simplement, je sélectionne ma période que je veux exporter. Là, notamment, on est le 14 septembre, je suis sur mon closing d'août. Bon, comme vous voyez, j'avais déjà exporté l'ensemble de mes dépenses et je vais inclure en fait toutes ces dépenses-là et je vais les réimporter. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, là, ce que je lance, c'est un journal. Je vais lancer oui, d'ailleurs, vous voyez bien mon écran? Oui. Super, merci. Il y a des questions qui commencent à arriver en bas à droite. Alors, je ne peux pas voir les questions parce que je partage mon écran. Donc, il faut que je retourne sur... Ah, génial, super. On a accounting date égale posting date. Alors, accounting date. Alors là, la accounting date, c'est vraiment la date à laquelle je veux que dans mon logiciel, ça soit enregistré. Donc, ce ne serait pas la posting date parce que la posting date, aujourd'hui, finalement, c'est le 14 septembre. La date du jour, la date à laquelle je poste cette dépense dans mon logiciel, c'est le 14. Mais en vrai, la première date valable pour mon closing, c'est le 1er septembre. Et même pour être exact, moi, aujourd'hui, je suis encore en train de closer le mois d'août. Donc, en vrai, ma première date disponible pour ma compta, la première pour laquelle je n'ai pas encore fait, je sais pas, par exemple, ma déclaration de TVA, pour laquelle je n'ai pas encore transmis les éléments à mon équipe contrôle de gestion, c'est le 1er août. Donc ça, c'est vraiment des notions compta, ça va vraiment dépendre de votre business. Si vous n'avez pas de closing mensuel, potentiellement, ce serait peut-être le 1er janvier 2022. Là, la facture datée de juin, donc en fait, d'office, le système propose comme date comme accounting date
la date de la facture. Là, la date de la facture, c'était le 1er juin. Donc, la date comptable qui a été proposée, c'est le 1er juin. Si par contre, j'ai déjà fait mon closing de H1, si j'ai clôturé à fin juin, peut-être que la première date qui sera dispo, ce sera le 1er juillet. Peut-être que c'est le 1er août. Ça va vraiment dépendre de votre business. Alors, ensuite, une question. Quand on a une dépense qui est splittée en 2 comptes, est-il possible pour chacune d'elles d'avoir une ventilation analytique différente? Alors, ça, on en parlera dans la step 3 sur comment est-ce qu'on peut faire ça. Aujourd'hui, ce qu'on a dans Spendesk, c'est la possibilité de splitter une dépense en 2 comptes de charge et en 2 comptes de TVA différents. Mais par contre, les deux auront la même analytique. En revanche, je vais vous introduire à la notion de allocation qui existe dans NetSuite, qui peut répondre notamment à cette question-là. Très honnêtement, le Spendesk est pensé pour que en fait, chacun upload sa facture. Du coup, le fait d'avoir une dépense qui peut être associée à 2 cost centers différents, elle fait un peu contresens avec la manière dont on a pensé Spendesk quand on a construit Spendesk. En revanche, en effet, d'un point de vue opérationnel, ça peut être un besoin qui est remonté. Ça peut être, je ne sais pas, une facture de La Poste qui regroupe les courriers envoyés par l'ensemble de tous les services. Ça peut être une facture DHL qui va correspondre à, je ne sais pas, de l'acheminement de marchandises dans différentes boutiques, donc dans différents cost centers différents. Enfin, ça peut être un avocat qui va autant nous aider sur la partie contractuelle que la partie paye. Donc, il y a vraiment plein de cas de figure où ça peut arriver. Nous, aujourd'hui, on fait autrement pour faire ces allocations-là et on préfère que chacun soit honneur de sa facture. Donc, c'est-à-dire que on demande, nous, personnellement, chez Spendesk, on demande à nos avocats de nous envoyer une facture dedicated à la paye, à notre service paye, et tout ce qui va concerner le contractuel à notre avocat, à notre legal en interne pour tout ce qui est contractuel. Donc. Mais je vous réexpliquerai un peu comment est-ce qu'on fait chez Spendesk pour splitter ça ensuite. Je vois beaucoup de questions, je suis hyper contente parce que je vous avoue que moi, présenter des choses, c'est top, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant d'interagir avec vous et d'essayer de vous répondre. Alors, une question, comment fait-on pour savoir qu'on a reçu des nouvelles factures liées à des débits du passé? Exemple, le début a lieu en juillet, certains justifs étaient manquants, je le reçois aujourd'hui. Alors ça, en effet, on va avoir plutôt une petite fenêtre en haut qui vient nous dire « Ah, tiens, quelqu'un a uploadé son nouveau reçu » et je vais vous montrer, moi, comment dans NetSuite, je vais finir par rajouter ces nouveaux reçus dans NetSuite pour les avoir des deux côtés. Pour retrouver, alors un moyen facile de retrouver les nouveaux justifs, alors, j'ai une idée en tête. On pourrait très bien faire un export en fait de la totalité de la data et vous voyez la date d'upload du reçu et vous pourriez très bien filtrer dessus et dire ah bah tiens, voici toutes les factures qui ont été uploadées, enfin tous les reçus qui ont été ajoutés sur le mois d'août, quelle que soit la date qui correspondrait en fait à cette facture. Si ma période est close, la dépense prend en compte le mois de la dépense et non le mois de l'export dans NetSuite. En effet, c'est pour ça qu'il existe ce champ et que vous pouvez faire la distinction entre la date du reçu ou la date de la facture et la date comptable. Nous, cette information-là, on ne l'a pas quand est-ce que vous avez clôturé vos comptes. On ne sait pas comment fonctionne votre business, donc on vous laisse la possibilité de choisir une autre période, de choisir une autre date. Et donc, quand vous êtes face à une facture, là, par exemple, du 1er juin, on ne vous impose pas de la saisir au 1er juin, mais on vous dit, nous, on n'a pas l'information de vous, en interne, d'un point de vue business, vous avez transmis vos éléments. Si vous avez besoin de le changer, on vous laisse la possibilité de le changer. En revanche, ce qui est très important, c'est qu'ici, en haut, vous allez toujours voir les plus anciennes. Donc, la première chose qui apparaît dans l'onglet « Préparer » de manière naturelle, vous êtes sur un Smart Sorting, vous avez, ou tri intelligent, je crois, il s'appelle en français. Ouais, désolé, mon interface, elle est en anglais. Tout en haut, c'est toujours la plus ancienne. Donc, c'est celle, en fait, qui requiert la plus grande attention puisque c'est là où vous allez, vous, en finance, choisir si vous voulez impacter ou non les chiffres du mois précédent. Il y a peut-être, par exemple, des montants. Je pense, par exemple, à un 78,50 € où vous allez vous dire, bon, celle-ci, je n'ai pas de problème si elle impacte le mois d'août parce que même si j'ai clôturé, on parle de 78 €. Ou peut-être qu'en fait, non, vous clôturez strictement. Et dans ces cas-là, vous voulez peut-être que, en fait, comme vous avez déjà transmis vos comptes à la direction au 10 septembre, tout ce qui arrive après sera sur septembre. Vous n'avez pas la possibilité de forcer une posting date. Il faut forcément suivre une option NetSuite First Open Period ou Current Period en posting date.
Alors, ça dépend exactement. Si vous avez fait votre process de clôture dans NetSuite, vous allez avoir un message d'erreur quand vous allez vouloir faire votre import. Et ça sera pareil. On va voir ça sur la deuxième étape. Une fois qu'on a fait nos exports, on va regarder comment NetSuite communique avec nous pour nous dire, en fait, ta période est fermée, donc je ne peux pas accepter une écriture sur cette période qui est fermée. Donc là, on est vraiment sur de la préparation. Vous avez votre comptabilité fournisseur qui va commencer à rajouter une date, qui va décréter, qui va, en fonction des discussions que vous avez en interne, choisir la meilleure accounting date. Et puis, vous allez avoir votre système qui va ou non permettre de poster sur une période. Ensuite, ce sera toujours à vous. Et encore une fois, ça me paraît normal que ce ne soit pas votre outil, mais que ce soit bien un comptable, une personne ou une direction comptable ou une direction financière qui ait le dernier mot sur quelle date je choisis et à quelle date je veux cette dépense et j'accepte l'impact sur l'ensemble de mes dépenses. En revanche, vous pouvez très bien réouvrir la période et ensuite reposter le même journal. On est toujours sur un fichier CSV qui peut être réimporté quasi à l'infini dans le système. Et moi, je vais vous parler aussi de la manière d'utiliser NetSuite pour que en fait, vous puissiez poster autant que vous vouliez et que vous ayez une détection des doublons et que vous n'ayez pas d'import de doublons de factures. Donc, je vous montre à quoi ressemble le fichier. Donc là, j'ai téléchargé mon journal et je me retrouve avec 2 documents. Donc, en fait, quand j'ai téléchargé, j'ai eu d'abord un fichier zip qui ressemble ici, là, Spendesk Export. Là, j'ai le code de ma société. Et quand je dézippe ce document, je me retrouve avec 2 fichiers. Le premier qui est un journal d'achat, donc qui va regrouper l'ensemble de mes dépenses, factures, notes de frais, paiement par carte, qui concerne le mois que j'ai voulu extraire de Spendesk. Et un deuxième journal qui est le journal de banque, qui va correspondre en fait à l'ensemble des paiements liés à la plateforme Spendesk. Donc, tout ce que vous avez payé via Spendesk, les notes de frais que vous avez remboursées avec Spendesk, les dépenses par carte qui ont eu lieu sur Spendesk vont apparaître dans ce journal de banque, puisque votre plateforme Spendesk, c'est aussi c'est un wallet, c'est votre compte bancaire. Et en fait, on va vous donner le journal de banque lié à cette banque-là en particulier, en fait, ce compte-là en particulier. Donc, quand on les ouvre, ça ressemble à ça. Moi, j'ai mis énormément de choses dans mes exports. Beaucoup de choses, je vous l'accorde, qui ne vont pas forcément me servir. Et en fait, forcément, c'est du CSV. La première chose, c'est que souvent, je l'ouvre quand même pour aller regarder à quoi ça ressemble. Donc, j'ai un numéro unique qui m'a été donné par Spendesk qui est une entry number avec la date quasi du reçu et un identifiant unique qui correspond à son identifiant dans Spendesk. C'est ce qui va me servir de clé de référence, de clé unique pour vérifier si, quand j'importe un fichier, il y a ou pas un doublon. En fait, ça va être vraiment ma clé unique pour l'ensemble de mes achats. J'ai un onglet filiale parce qu'en fait, j'ai plusieurs filiales, moi. On a plusieurs filiales. On a une filiale en Angleterre, on a une filiale en Allemagne. Moi, quand j'importe de Spendesk vers NetSuite, je peux très bien importer des choses pour ma société française que pour ma filiale en Allemagne, que pour ma filiale en Angleterre. Donc, cette information-là, NetSuite la requiert et me dit, je comprends que tu veux importer un journal d'achat, mais en fait, de quelle société s'agit-il ? Donc, ça peut être des choses que vous pouvez bien évidemment ne pas avoir, qui peuvent ne pas être une information nécessaire quand vous faites vos imports. Je vous explique juste, moi, pourquoi cette colonne, elle existe chez moi. On a le payeur, c'est-à-dire la personne qui a fait la dépense, qui a soumis la dépense, qui a fait la request. J'ai des exchange rates. Donc, en fait, si jamais j'avais envie d'uploader dans une autre devise ou si je voulais reconvertir, j'aurais ici potentiellement autre chose. Donc, pareil, ça, c'est encore des champs qui sont dans NetSuite, qui sont ou pas forcément obligatoirement, on n'est pas obligé forcément de mapper avec quelque chose existant dans NetSuite. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez comme besoin. Ensuite, je vais avoir la counting date dont on a parlé juste avant, donc la date comptable, la date de l'écriture, la date de la facture, mais en fait surtout la date comptable à laquelle vous voulez avoir cette pièce. Alors que la payable date est en fait la date de mon reçu. Donc, si par exemple, on reprend l'exemple de tout à l'heure, on avait une facture qui datait du 1er juin. Donc, ici, j'aurais eu 1er juin. Et par contre, mon accounting date, en fait, reste le 1er août, puisque moi, j'ai déjà clôturé le mois de juin, j'ai déjà clôturé le mois de juillet, donc je ne veux pas impacter mes chiffres jusqu'à fin juillet, parce qu'on a déjà transmis le reporting à la direction, aux investisseurs, etc.
Donc, je vais juste annuler ma petite modification. Ensuite, je retrouve ici tous les éléments que j'ai mappés sur mon Bookkeep, donc sur ma page dans Spendesk qui me permet de faire la codification de ma facture. J'ai ma charge et j'ai mon compte fournisseur. Donc, moi, aujourd'hui, je n'ai pas l'option des comptes auxiliaires. Je pense que c'est le cas peut-être pour certains d'entre vous. Il y a potentiellement des clients qui ont déjà cette colonne auxiliaire. Moi, bon, je n'ai pas encore mis en place parce que j'ai beaucoup de dépenses et que ça ne me prend pas beaucoup de temps de rajouter ma colonne auxiliaire. Je fais juste une manipulation supplémentaire moi-même qui est, j'utilise un / comme séparateur pour avoir en fait un compte 401 et ensuite mon compte fournisseur splitté dans une colonne différente pour avoir vraiment une colonne auxiliaire. Je pense qu'on pourra se reparler de la partie colonne auxiliaire un peu plus tard si vous avez des questions, même à la fin. Mais voilà la seule manip finalement que je vais faire. Ensuite, je vais retrouver les montants au débit, je vais retrouver les montants au crédit, je vais retrouver encore une description, je vais retrouver mon équipe, mon cost center, je vais retrouver mon code analytique, je vais retrouver potentiellement une catégorie ou en tout cas d'autres champs que j'aurais pu rajouter. Je mets, moi, par curiosité, la currency locale, en fait, de mon fichier, de ma dépense. Donc là, par exemple, on était sur une facture qui était en pounds à la base. Moi, évidemment, ma comptabilité se fait en euros, elle ne se fait pas en pounds. Donc, je garde cette information, mais j'ai bien au débit le montant en euros. Je me suis rajouté une information sur la typologie de dépenses que c'est. Là, est-ce que c'est une facture? Est-ce que c'est une dépense par carte? Il peut y avoir aussi du mileage, donc il peut y avoir aussi des notes de frais. Les champs start date et end date dont je parlerai plus tard, la date de début et la date de fin. Un schedule dont je vous parlerai aussi après. Et puis moi, j'ai mis une information aussi qui me sert, qui est le receipt URL. Et en fait, ce receipt URL, c'est un lien URL. Si je clique dessus, je peux visualiser en fait mon justif, ma pièce. Pourquoi je fais ça? Je vais retrouver mon fichier. Moi, je fais ça parce que bon, je suis un petit peu écolo. Je suis dans mes débuts, mais aujourd'hui, le stockage en fait des pièces, c'est quelque chose qui consomme énormément. Donc, en fait, au lieu d'avoir mon reçu et dans Spendesk, et ensuite, je le réimporte dans NetSuite, et NetSuite a généré un autre stockage de cette pièce, et d'avoir 2 endroits différents avec 2 pièces différentes, je préfère avoir dans NetSuite un lien URL vers le stockage de ma première pièce. Ce n'est pas obligatoire ce que je fais, c'est un choix personnel, et moi, ce que je vous montre aujourd'hui, encore une fois, c'est comment moi je fais, comment est-ce que c'est une des manières d'utiliser Spendesk et NetSuite ensemble. Vous êtes obligé de rien du tout. Voilà, moi, c'est un choix personnel. Encore une fois, il y a plein d'autres solutions, il y a plein de possibilités. Et d'ailleurs, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que moi, aujourd'hui, ce que j'importe, ce n'est pas des vendor bills comme peut le permettre NetSuite, c'est des journal entries. Et je fais ça parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple et c'est ce qui me prend le moins de temps. Ensuite, j'ai une colonne mémo dans laquelle je rajoute aussi le nom de mon fournisseur et j'ai une due date, par exemple, sur mes factures qui peut aussi également être utile. Le nom du reçu, bon voilà. Maintenant que j'ai splitté ma colonne account, donc ma colonne compte, et j'ai bien séparé mon compte général fournisseur avec mon compte auxiliaire, parce que chez moi, ils étaient réceptionnés dans une seule et même cellule, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui ont activé les comptes auxiliaires. J'ai plus rien à faire sur ce fichier. En fait, l'ensemble des éléments qui sont dans Spendesk sont dans ce fichier et correspondent à ce que je veux importer dans NetSuite. Donc, on va passer à la deuxième étape, c'est qu'on va aller importer ce fichier-là dans NetSuite. Donc, dans NetSuite, moi, je triche un petit peu et en fait, j'ai des shortcuts parce que je ne sais pas vous, mais bon, NetSuite, bon, il faut aller dans Setup, il faut aller dans Import, il faut aller dans Save CSV Import. Moi, c'est sur ma page de garde, je me suis fait un petit shortcut. En plus, c'est génial parce que vous pouvez tout simplement ajouter des URL. Donc, vous pouvez, là, par exemple, j'ai un module d'import. Je peux utiliser cette URL-là et me créer un shortcut ici qui sera sur ma page de garde. Et en fait, qui va tout simplement m'emmener sur cette page que j'ai déjà. Donc, j'ai fait mes mappings. Je les ai mis là sur ma page de garde. Et ensuite, je clique directement dessus pour ouvrir mon tableau de mapping. Donc, la première chose, c'est… Alors, attendez, je vais peut-être faire une pause et regarder si vous avez des questions jusque-là. Ah oui, je suis désolée, il y avait beaucoup de questions. Je crois
fois que tu t'es arrêté. Ouais, alors, je vois une question. Tous les fournisseurs doivent avoir déjà été créés manuellement dans NetSuite préalablement. Tout upload de journal. Oui, exactement. Préalablement à tout upload de journal d'achat, oui. Moi, je le fais un peu dans l'autre sens. C'est que avant de créer des fournisseurs, alors après, encore une fois, ça va dépendre de comment fonctionne votre business. Peut-être que vous, dans votre création de fournisseurs, peut-être que vous avez un module de purchase order, peut-être que vous avez une information qui va venir de votre équipe juridique pour la partie contractuelle. Peut-être que votre direction financière, elle va signer un contrat et l'information de la création du nouveau fournisseur, elle va venir en amont de toutes les dépenses qui sont dans Spendesk. Parce que finalement, dans Spendesk, on est déjà au moment où les prestations ont eu lieu et elles sont déjà bien ultérieures à la signature d'un contrat. Donc, en fonction de votre timeline, potentiellement, vous avez déjà l'information de ce nouveau prestataire, de ce nouveau tiers. Vous avez peut-être déjà récolté une fiche fournisseur et vous allez, dans ces cas-là, créer ce fournisseur dans NetSuite. Dans ces cas-là, génial, le fournisseur existe déjà dans NetSuite. Si vous êtes comme moi et que l'information contractuelle de j'ai fait un deal avec un fournisseur et j'ai un nouveau fournisseur, elle n'arrive pas côté compta, elle arrive par ailleurs, tout est déjà validé et il y a un workflow d'approbation dans Spendesk. Du coup, finalement, on reçoit l'information aussi déjà dans Spendesk, on sait qu'on a un nouveau fournisseur. Mais vous allez peut-être faire comme moi, vous allez peut-être d'abord importer votre journal d'achat, voir ce qui a été mappé et ensuite faire un mince, j'avais oublié de créer des nouveaux fournisseurs. Ou alors, quand dans Spendesk, vous serez sur une nouvelle dépense, vous allez peut-être voir apparaître ça. Là, Alexander, c'est un nouvel employé, en fait, qui n'avait encore jamais uploadé de dépenses dans Spendesk et donc qui forcément n'existe pas dans NetSuite. Donc, au moment où j'ai cette information, moi, comptable, je peux set an account, je sais que je suis en train de créer un nouveau compte. Je peux aussi, dans mon process, me dire, si je dois cliquer sur ce bouton-là, il faut que je le fasse aussi dans NetSuite. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de votre manière de fonctionner. Moi, encore une fois, mon équipe était très petite quand j'ai commencé à faire les premiers imports. Donc, on a essayé d'assouplir énormément le process et de se simplifier la vie. Aujourd'hui, quand on est sur des fournisseurs qui passent par Spendesk, en fait, l'information du paiement, elle ne sort pas de NetSuite. Elle sort de Spendesk. Donc, le fait de créer un fournisseur à la fin, ce n'est pas gênant pour moi puisque de toute façon, le paiement ne sort pas non plus de NetSuite. Donc, si j'ai un paiement et que si j'ai un paiement qui est déjà sorti, j'ai un journal de banque que j'ai importé, si j'ai fait des virements depuis ma banque externe et qu'ensuite, je les ai déjà réconciliés dans NetSuite et je n'ai pas encore uploadé la facture ou j'ai uploadé la facture mais que je n'ai pas le paiement, si les deux ne sont pas réconciliés, ce n'est pas grave puisque ce n'est pas NetSuite qui va me générer mes paiements. Donc, si j'ai encore en cours de mois une dette ou un fournisseur débiteur, je n'ai pas de problématique puisque ce n'est pas cette information-là qui va me permettre de faire des paiements, qui va me servir à faire des paiements. Encore une fois, c'est un parti pris, c'est comment Spendesk utilise Spendesk et NetSuite chez Spendesk. Donc vraiment, c'est un avis et il peut être mis en cause. Et encore une fois, les choses que je vous montre, c'est une manière de faire parmi les 40 manières de faire dans Spendesk et NetSuite. C'est très chronophage de changer la date de comptabilisation manuellement pour qu'elle colle avec le mois qui est à saisir. En fait, oui et non. Je vous prends un exemple. Là, je suis dans préparer, j'ai des dépenses. Moi, j'ai déjà fait mon closing. Je peux très bien dire, en fait, je vais sélectionner là tout ce qui concerne le mois d'août parce que tout ça là, en fait, c'est fini. Je ne peux pas les saisir sur août. Je peux très bien faire là un edit, ajouter un compte de charge. Je peux les visualiser et en fait changer juste celle-ci, par exemple. Là, je peux avec mon filtre voir tout ce qui concerne plus cette période. Le reste, finalement, c'est déjà, c'est tout ce qui n'est pas ressorti ici dans cet export. En fait, c'est des choses qui concernent déjà septembre. Je réfléchis à comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Voilà, comme ça, ouais, c'est le filtre, moi je l'utilise beaucoup. Après, encore une fois, ça sort sur Excel. Donc, si vous n'avez pas spécialement envie de le changer directement dans Spendesk à chaque fois, rien ne vous empêche quand vous faites votre export de l'ouvrir et de dire, OK, en fait, hop, je vais faire un petit filtre. Et moi, en fait, tout ce qui concerne, j'en sais rien, tout ce qui concerne le mois d'août,
et en fait, je le veux au 1er septembre, bah, vous pouvez aussi faire un changement manuel sur l'Excel. C'est un peu l'avantage aussi d'avoir l'Excel, c'est en fait, vous ouvrez et vous pouvez modifier en masse. C'est pas ce qui va… Le fait d'avoir la date ici qui ne correspond pas à ce que vous avez dans votre logiciel, ça ne va pas changer grand-chose. Ça peut être important peut-être en fin d'année si vous recevez des factures. Ah, je vais tout remettre. Voilà. Ça va être peut-être important en fin d'année, mais peut-être que pour celles qui arrivent en janvier, février, que vous ne voulez plus avoir sur l'année précédente, peut-être que celles-ci, vous pouvez les passer à la main. Mais encore une fois, on est sur de l'Excel. Je comprends le côté chronophage dans Spendesk, d'aller dedans et de modifier une par une. Rien ne vous empêche de le faire sur Excel. Est-il possible de garder dans l'export Spendesk la date de facture utile? Bah ouais, et c'est exactement moi ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je pense que c'était ça la question. Moi, j'ai ma date comptable et j'ai de l'autre côté la date de ma facture. La payable date, c'est la date qui apparaît sur la facture. Donc, elle est lue par l'OCR. Celle-ci, je ne peux pas y toucher en fait. Si le logiciel me dit, si le système derrière Spendesk, les OCR disent sur la facture, il y a marqué 1er septembre, je ne peux pas changer cette date-là. En revanche, je peux changer la date comptable. Ouais, pour les délais de paiement. Bah, c'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai la payable date et que j'ai la due date de l'autre côté. Après, ce n'est pas la date de paiement qui est là, c'est vraiment juste la due date. La date de paiement, elle sera visible du coup pour tout ce qui est dépenses par carte, mais pour les factures fournisseurs, j'ai la date de la facture et j'ai la due date, la date de paiement prévue. L'échéance. Les comptes comptables, champs analytiques et VAT codes doivent être créés et maintenus manuellement dans Spendesk ou existe-t-il une façon d'automatiser les réplications de ces comptes, champs, codes dans Spendesk? Alors, Othman, est-ce que vous pourriez reprendre votre question? Je ne suis pas sûre de comprendre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, ce que j'ai dans Spendesk, c'est que sur un fournisseur, je suis capable de lui dire, bon, bah voilà, lui, tenez, prenons peut-être… Là, par exemple, voilà, Alexandre a fait une note de frais et il a utilisé SNCF. Moi, SNCF, il est lié à mon compte 625-600, déplacement émission. Donc, ce fournisseur-là, par exemple, il est lié à un compte de charge. Du coup, automatiquement, ils sont liés ensemble. Rien ne m'empêche de le changer et de dire, en fait, ce n'est pas vraiment un déplacement, celui-là. Je ne sais pas, on a acheté une carte cadeau SNCF, j'invente. Hein, et en fait, je voudrais plutôt le mettre dans un compte de carte cadeau. Je peux le changer, mais du coup, l'intelligence derrière Spendesk va me proposer un compte fournisseur, va lier un compte fournisseur avec un compte de charge. La partie TVA, elle est lue directement sur le reçu. Donc, s'il n'a pas reconnu le mot TVA, qu'il n'a pas reconnu un montant qui correspondrait à un taux de TVA qui existe chez vous, il va potentiellement même mettre un symbole pour dire « je ne suis pas tout à fait sûre de moi. Je pense que la TVA que j'ai suggérée n'est pas bonne. » J'essaye de trouver un exemple. Voilà, là, par exemple, il m'a proposé 20% de TVA, je ne lui ai rien demandé. En fait, l'OCR, le robot derrière Spendesk, il a lu 20% et il a lu ce montant-là. Du coup, il m'a proposé de mettre ça à 20%. En revanche, moi, comptable, je peux très bien dire, en fait, chez moi, cette prestation n'est pas du tout déductible et je veux la rendre exempte. Et donc, je lui dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, il y a énormément de choses qui sont déjà pré-remplies. C'est pour ça qu'on appelle ça souvent, et je pense que vous avez des CS qui vous disent ça, ou potentiellement nos AE chez nous qui vous ont déjà parlé de ça, la pré-compta. Nous, on fait de la pré-compta. Spendesk propose des choses. Ça reste au travail du comptable de savoir s'il est OK avec le compte de charge, s'il est OK avec le compte de TVA, en fait. Il pourrait très bien dire, pas déductible, je ne veux pas associer ce compte de TVA. En revanche, ces codes, ça fait partie du setup. Donc là, par exemple, le standard 20%, chez moi, ça correspond à un 445-660 TVA déductible. C'est un code, un compte. Mais ça fait partie de mes settings et de mon setup de base. Quand j'ai eu mon coup de téléphone avec mon Customer Success et qu'on a fait notre onboarding et qu'on a fait toute notre implémentation, ça fait partie des choses qu'il m'a demandé et que j'ai mis en place dans mes settings pour qu'à chaque fois, quand je sors mon journal d'achat, je me retrouve avec ce compte-là quand on est à 20% de TVA. Alors, et sinon, je reprends là les champs analytiques. En fait, les champs analytiques, ce n'est pas moi, comptable, qui les ai mis. Je peux les mettre, j'ai le choix.
je peux choisir de rendre ou pas optionnel un champ libre. Je peux très bien dire à mes employés, voilà, donc là, par exemple, Adèle, une de nos collaboratrices, a une facture d'un prestataire qui fait du travail pour nous. Ce prestataire, on l'utilise régulièrement et en fait, Adèle fait partie de l'équipe engineering. Donc, en fait, elle soumet ses factures dans l'engineering, dans le cost center engineering. Et elle me donne cette information que tout ça, c'est des tools, que ce qu'elle m'upload, c'est des tools, en fait. C'est elle, collaboratrice, qui est honneur de ce fournisseur, qui est responsable de ce fournisseur, qui a contracté avec ce fournisseur, ou en tout cas qui est en relation, qui a décidé que ça allait aller dans ce cost center et ce code analytique. C'est elle qui m'a donné l'explication et qui m'a donné les axes analytiques. En revanche, moi qui suis en étroite collaboration avec mon équipe FP&A, je vais potentiellement discuter avec eux et je vais écouter. Peut-être que mon équipe me dira, en fait, non, Eva, nous, on n'a pas trop envie que ce fournisseur-là, il soit reconnu comme étant du tools. On préférait que ce soit un freelance. Et moi qui suis du coup en étroite collaboration avec mon service contrôle de gestion, je peux très bien savoir ou utiliser et changer la donnée et dire, en fait, non, ici, je ne vais pas laisser tools, je vais laisser freelance. Donc, en vrai, de mon côté, je n'ai pas rempli ces champs-là. Ce n'est pas mon équipe comptable qui les a remplis, c'est mes requesters. Donc, c'est tous les gens qui sont dans la société chez Spenddesk et qui ont uploadé en fait toutes leurs factures dans la plateforme. Moi, je n'ai fait que vérifier et m'assurer que ça correspond à des lignes budgétaires que l'équipe FP&A a proposées et a mis en lumière pendant son exercice budgétaire. Elle va refléter les différentes discussions qu'on a pu avoir, les différents changements qu'on aurait voulu pour certaines dépenses dans d'autres lignes budgétaires. Mais globalement, ces informations-là, elles sont données par mes collaborateurs et moi, je viens juste les changer. Donc, elles ne sont pas... j'ai pas à les remplir à chaque fois. Elles sont déjà pré-remplies. En revanche, si en effet, j'ai envie d'avoir cette information-là, si moi, je la veux dans mon journal d'achat, j'ai toujours le choix, encore une fois. Soit je décide de l'avoir dans Spenddesk et je me dis, mes collaborateurs m'aident à la remplir et moi, j'ai juste à la modifier, ou alors moi, je veux la rajouter un par un. Mais en général, moi, comptable, quand on me dit il va falloir que tu remplisses pour chacune des lignes ce champ analytique, je préfère utiliser Excel. Parce que sur Excel, je ferai un filtre, je recopierai ça, j'aurais tendance à recopier ça sur plusieurs lignes. Ou alors, l'autre solution, ce serait que j'utilise des filtres et que je dise, bah, tiens, en fait, à chaque fois que j'utilise un compte sous-traitance 20% et cost center engineering. Engineering, je vais y arriver. Hop. Je vais lui mettre apply filter. Je vais peut-être avoir envie, en fonction de ce résultat-là, bon, évidemment, j'ai pris un exemple qui n'était pas correct. On va tous les prendre ici. Hop. Mince. Je peux très bien faire du bulk edit, comme on appelle ça ici, en fait. Je peux très bien sélectionner plusieurs réponses et ensuite les associer à un compte directement. Hop, allez, j'espère que je serai plus chanceuse cette fois-ci. Et évidemment, je n'ai pas d'exemple. Et si je prends... Hop. Voilà, là, je peux très bien sélectionner l'ensemble de mes réponses, éditer et dire que sur ces deux valeurs-là, je veux forcer le code analytique et je voudrais que ici, tout ce qui tombe en sous-traitance, ça aille dans ce compte analytique. Donc, soit je le fais sur Spenddesk en faisant des filtres et en modifiant en masse plusieurs payables en même temps pour lesquels je retrouve un dénominateur commun, ou alors je ne me force pas à avoir ce champ dans Spenddesk et je l'ai plutôt sur de l'Excel. Mais encore une fois, ça va dépendre vraiment de comment vous travaillez et de comment est-ce que même vos équipes utilisent Spenddesk, parce que potentiellement, peut-être qu'ils ont une feature budget qu'ils veulent utiliser et dans ces cas-là, ils ont peut-être envie d'avoir le détail des analytiques dans leur budget qui est dans Spenddesk. L'identifiant unique va-t-il apparaître dans le journal de banque ? On ne va pas avoir l'identifiant unique, on va avoir une autre payable reference qui va servir de clé, par exemple, pour faire la réconciliation.
mais ce ne sera pas celui qu'on a vu ensemble. En fait, ce n'est pas celui-là qui apparaît dans le journal de banque, c'est celui-là, je crois. Alors, on regardera quand on ouvrira le journal de banque. On peut avoir plusieurs moyens de paiement pour un fournisseur, donc risquer de ne pas mettre dans un auxiliaire de NetSuite car il n'afficherait pas les éventuels doublons. Alors, je viens de voir aussi que j'ai loupé la question de Nicolas sur pourquoi est-ce qu'on utilise la colonne auxiliaire et pas le name. Je suis assez d'accord. Je me suis posé longtemps la question. Ce qui m'embêtait, c'est que NetSuite, quand ici, il voit un name en face du compte de charge, il me rajoute ça en name dans mon compte de charge. Et ça, mon commissaire au compte à moi, il m'a dit que ça sortait en erreur dans mon fichier des écritures comptables. Donc, quand on génère le fake depuis NetSuite, comme il y a un name qui apparaît en face d'un compte de charge, c'est comme si on avait auxiliarisé un compte de charge et ça ne lui plaît pas. On peut avoir plusieurs moyens de paiement pour un fournisseur. Alors, moi, personnellement, sur mes fournisseurs, à chaque fois, je split. Et donc, si celui-là, il est payé par carte, il va s'appeler, je ne sais pas, Amazon. L'autre, il va s'appeler Amazon Workspace quand je vais le payer avec une autre méthode de paiement. Mais encore une fois, je vois pas, moi, je n'ai pas de problématique à tout mettre dans le même compte, quelle que soit la méthode de paiement, parce que je fais partir mes paiements tous depuis Spendesk. Donc, quand c'est déjà payé par carte, je ne peux pas régénérer un paiement sur une dépense qui a été faite par carte, puisque c'est Spendesk qui me génère mes paiements pour mes factures fournisseurs que je paye par virement. Il ne va pas me sélectionner mes factures payées par carte. Du coup, c'est pour ça, Hotman, que moi, je n'ai pas la problématique. Passer par des GE, les auditeurs fiscaux au CAC nous demandent de les sortir le journal d'achat. Si on passe par des GE, on ne peut plus le faire. Alors, c'est marrant parce que moi, mon commissaire au compte n'a pas été embêté par ça. Parce que, pour deux raisons, je suis capable de lui sortir l'ensemble des écritures qui seraient liées en fait à des achats. Et parce que mon journal, quand je l'importe, il a déjà un prénommage qui vient lui dire ici, on est sur le journal d'achat. Donc, en fait, j'importe des journaux et en fait, le titre de mon journal, c'est souvent journal d'achat. Donc, j'ai des journal entries, mais qui sont regroupés avec le nom du journal comme étant journal d'achat. Donc, je pense que là, ça fait partie des choses qui, moi, ne me posent pas de problème parce que dans ma manière de faire, j'ai assez scindé ces choses-là. Après, je vous encourage à utiliser les vendor bills, à utiliser à importer en fait en single entry, à importer dans les différentes méthodes de paiement pour plusieurs raisons. Finalement, là, il y a nos équipes techniques qui sont en train de bosser notamment sur des intégrations entre Spendesk et NetSuite. Et en fait, dans ces intégrations-là, ils ont prévu non pas de faire des journal entries, mais d'importer des vendor bills, d'importer des card payments, etc. Alors, très bonne question, Kamel. Comment peut-on identifier les fournisseurs manquants lors de l'import de Spendesk vers NetSuite ? Allons-y. Donc, j'ai préparé mon fichier. Je vais maintenant l'importer. Je me suis fait un raccourci. Pardon. Je vais aller chercher mon fichier d'achat que j'ai retravaillé, sur lequel j'ai scindé finalement mon compte auxiliaire entre compte et compte auxiliaire. Et alors, il y a plusieurs choses qui se passent ici. Donc, je lui dis tout simplement que j'importe des transactions, puisque comme je vous disais, j'importe des journal entries. Je suis sur un Mac, donc je suis en Unicode UTF-8. Si vous êtes sur Windows, vous serez sur Western Windows 12.52. Mon séparateur utilisé dans Spendesk, c'est un comma. Ça pourrait être un point-virgule, ça pourrait être un tab, dans Spendesk aujourd'hui, ce qu'on propose, si je ne me trompe pas, c'est la virgule et le point-virgule. Mais vous pourriez très bien utiliser un Google Sheet, ouvrir ce fichier-là et lui dire, en fait, tu vas enregistrer ça avec comme séparateur un tab. J'ai sélectionné mon fichier, je fais suivant, et là, on arrive sur une page, moi, qui m'intéresse beaucoup et je pense qu'il pourrait potentiellement vous intéresser. Je peux choisir soit d'ajouter de la data, soit d'updater de la data déjà existante. Donc, je vous prends l'exemple de quelque chose dont on a parlé un peu plus tôt.
J'ai des employés, des collaborateurs qui n'ont pas uploadé leur justif pendant que j'ai fait mon closing. La dépense, elle est quand même là. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le justif que ça n'existe pas. J'ai l'avantage d'avoir déjà des informations, notamment derrière le terminal de carte. Quand la personne elle a payé par carte, on reçoit l'information du fournisseur. Donc, potentiellement, on a même déjà du mapping qui a été fait avec un compte de charge. Il y a potentiellement déjà d'autres informations qui sont remontées. Je peux très bien décider d'importer ça dans NetSuite et ensuite de revenir plus tard sur le justif. Ensuite, je peux très bien lui dire, OK, je suis arrivée à la fin du mois, j'ai des nouveaux justifs, j'ai envie d'updater la data que j'ai dans NetSuite avec les nouveaux URL. Je peux lui dire overwrite missing fields. En fait, quand on sélectionne ça, on va lui dire ne remplis que les informations que tu n'avais pas encore. Donc, si la colonne URL, par exemple, était vide, il va venir ajouter cette information-là. Si finalement, quand vous avez fait votre mapping ou votre import, vous avez oublié de rajouter un axe analytique, vous allez pouvoir aussi overwrite missing field. Et donc, il va prendre la data telle qu'elle existe déjà dans NetSuite et va venir uniquement rajouter ce qui manquait. Alors, c'est top quand vous voulez faire un update de quelque chose que vous avez oublié. Vous pouvez aussi lui dire de override service, donc de remplacer les codes analytiques qui avaient déjà été remplis par le nouveau code analytique que vous allez lui proposer. Moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vais faire que du add. Pour deux raisons. Je veux juste importer un journal et en plus, je veux que NetSuite me dise si j'ai déjà importé cette chose-là ou pas parce qu'il ne l'importera pas une seconde fois. Donc, je vais juste add et je vais lui dire, vérifie quand même que la donnée que j'importe, elle est valide pour toi. Et passons à la suite. Il y a une autre information ici qui peut être intéressante, c'est si potentiellement sur vos décimales, vous utilisez non pas une comma, mais si vous utilisez un point ou une virgule, vous pouvez le changer également ici. Après, NetSuite est assez intelligent, il arrive à faire il arrive quand même à importer votre fichier, même si c'était un point au lieu d'une virgule. Ça ne marche pas toujours à chaque fois, mais c'est bon à savoir. Ensuite, c'est là où ça devient assez intéressant. On a tous les titres de toutes nos colonnes qu'on importe. Je pense que pour ceux qui ont déjà fait des imports, ça, c'est quelque chose qui vous parle. Et on a ici tous les champs qui sont disponibles dans NetSuite. Donc moi, aujourd'hui, cette entry number, c'est ce que j'utilise pour external ID. Donc, en fait, je lui dis, ici, c'est ma référence unique. Donc, il va se baser sur ce numéro-là pour me dire, oui, ça existe, non, ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, il va le créer. Si ça existe, il ne va rien en faire, il ne va pas l'importer. Là, c'est ce que j'expliquais, mon journal entry memo. On est sur mon journal global, tout ce bulk, tout cet ensemble de, je pense qu'il y avait pas loin de 500 lignes, il va correspondre à un Spendesk Purchase Journal de SAS sur 2022. Donc, moi, j'ai identifié qu'ici, on était sur des achats. Donc, je suis capable ensuite de regrouper des typologies de transactions basées sur le titre de mon journal. Ensuite, je lui ai dit qu'on était sur Spendesk. Je lui ai dit donc que je voulais mapper cette subsidiary avec celle-ci qui existait dans Spendesk. Et ici, je peux faire plusieurs choses. Donc, soit je vais chercher un champ. Donc, le champ qui était dans mon journal, je peux le mapper avec une donnée qui existe dans NetSuite. Ou alors, encore plus simple, je peux très bien aller sélectionner la data qui m'intéresse. Je peux très bien lui dire, en fait, là, tu vas importer que du Spendesk SAS, donc c'est-à-dire ma filiale Spendesk SAS. Et voilà. J'ai mappé ma date comptable, j'ai mappé mon compte. Donc là, vous allez remarquer, j'ai mappé ma date comptable et pas ma date de facture. J'ai mappé mes comptes analytiques, ma colonne crédit, j'ai une colonne catégorie. Et alors, moi, j'ai demandé à NetSuite de m'ajouter sur l'ensemble de mes écritures une ligne URL. Donc, pour chacune de mes lignes, je vais avoir mon receipt URL. L'URL de ma facture apparaîtra directement dans mon journal. Un débit, une team, une end date, on en reparlera encore si on arrive à avoir du temps. Ma colonne auxiliaire. Et ensuite, je passe à la suite. Il a reconnu, il ne voit pas qu'il n'y a pas de bloqueur quand je fais mon import. Donc, je vais tout simplement soit enregistrer, soit juste le run. Et comme d'habitude, on arrive sur cette page-là. Donc, on va regarder quelque chose ensemble, puisque ça, c'est la deuxième partie. C'était un peu ce que je voulais vous montrer aussi. C'est ce que NetSuite est capable de faire. J'ai déjà importé tout à l'heure en test ce même journal d'achat dans le système. Et il m'a dit, j'en ai importé 0 sur 705.
quand j'ouvre ce fichier-là, ce CSV response, qui est en fait dans Setup, Import, View CSV Import Status, vous allez voir cette page-là qui va correspondre à tous les imports que vous aurez fait et les erreurs potentiellement que vous avez rencontrées. Donc, dans celui-là, il va tout simplement me dire, hop, data. Cette première écriture qu'on a vue, il m'a dit « This record already exists ». Donc, en fait, cette écriture, elle existe déjà. Donc, je ne l'ai pas importée. En effet, ce journal, il avait déjà été importé par ma comptabilité fournisseur. Donc, il ne l'a pas réimporté une seconde fois parce que ça existe déjà. Donc, en fait, ce qui veut dire là, c'est que l'ensemble de ces écritures-là existaient déjà. Donc, il ne me les a pas importées. Il peut y avoir d'autres erreurs qui vont apparaître. Donc, celle-ci, elle va être hyper intéressante parce que quand vous importez plusieurs fois un même journal, il ne va pas importer plusieurs fois les mêmes écritures. Mais vous pouvez avoir d'autres typologies d'erreurs. Notamment, ce fournisseur n'existe pas dans NetSuite. J'essaye de vous trouver un exemple. Peut-être celui-ci. Alors, où est-ce qu'on pourrait avoir un exemple? Voilà, ici. Hop. Hop, data. Là, on avait un journal. Ici, quand on regarde dans mon tableau de mapping, en fait, il m'a dit qu'il a réussi à importer je ne sais plus, 7 sur 8, voilà. Sur cet import-là, il a réussi à importer 7 écritures sur 8. Donc, il n'y en a qu'une seule qui n'a pas réussi à passer. Et il me laisse, du coup, uniquement la facture qui n'a pas été importée. Et il me dit, Invalid Entity Reference Key, Kevin Bednar. Je regarde où est-ce que je peux trouver Kevin Bednar. En fait, je retrouve ça dans Supplier, en fait, ma colonne auxiliaire, Kevin Bednar. Est-ce que je la retrouve ailleurs? Non. Donc, en fait, là, ce qu'il n'a pas reconnu, c'est mon compte auxiliaire. Il n'a pas reconnu ce compte auxiliaire. En effet, voilà, il est là. Il n'a pas reconnu le compte auxiliaire. Ce compte auxiliaire, du coup, il a fallu l'importer. Donc, en fait, on utilise ensuite dans NetSuite, alors encore une fois, c'est chez nous, c'est comme on fait chez Spendesk. On utilise un autre mapping qui s'appelle Vendors. Et en fait, on a créé un tableau de mapping entre notre journal d'achat et une création fournisseur dans NetSuite. Grosso modo, data, text columns. On a créé un mapping. Donc, comme vous voyez là sur la droite, c'est toujours les mêmes colonnes que j'avais quand j'avais fait mon export. Mais en fait, ce qu'on va tout simplement lui dire, c'est importe ces nouveaux fournisseurs. Donc, on a, si je me remets sur la page de garde, j'ai ici Create New Vendor. J'utilise mon journal d'achat pour importer en fait des nouveaux vendors. Je ne lui donne pas d'informations hyper précises, je ne lui mets pas l'adresse, je ne lui mets pas les coordonnées bancaires. Encore une fois, parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir les coordonnées bancaires de mes fournisseurs dans NetSuite, puisque mes paiements, je les fais tous partir de Spendesk. Ensuite, c'est les questions. Lien URL n'est visible que par moi lorsque les collaborateurs cliquent sur le lien pour visionner la facture PDF. Il doit y avoir un paramétrage possible. Je ne le connais pas. Moi, je sais que chez nous, l'équipe FP&A a accès à NetSuite, voit les URL et même quand on refait un export, peut voir les URL des factures et peut visualiser les PDF. Donc, je pense que là, il y a peut-être quelque chose, en effet. Ils ont bien tous un compte Spendesk et un compte… je pense que le CS va vous recontacter pour répondre à cette question. Ah, pardon, Ellie avait déjà répondu, mais qu'est-ce qu'il est fort, ce garçon. Alors, non, les notes de frais ne sortent pas en 425, je les mets en 467. Mais du coup, je mets en 467 et je ventile aussi par employé.
Je vais revenir rapidement sur ma présentation. Donc, on a fait le tour un peu des journaux d'achat. On n'a pas eu le temps encore de regarder le journal de banque. Je vais vous le montrer très rapidement. Il ressemble à ça, le journal de banque qui sort de Spendesk. Hop, finish. Il ressemble à ça, mon journal. Donc, j'ai un 401, un 512. J'ai fait le même exercice que sur mon journal d'achat. J'ai splitté ma colonne auxiliaire entre mon compte comptable fournisseur et mon compte auxiliaire. Et ensuite, j'ai importé ce fichier-là dans NetSuite en utilisant, pareil, un mapping. Il y a une information que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si, pour ceux qui utilisent déjà Spendesk, potentiellement, vous allez vous générer peut-être déjà des virements fournisseurs depuis Spendesk. Donc, vous allez les voir ici. Et peut-être que, du coup, quand vous faites vos écritures comptables, quand vous êtes dans, je ne sais pas, votre banque tierce, vous avez soumis des virements bancaires et que vous voulez peut-être comptabiliser également. Moi, ce que j'utilise pour m'aider dans la comptabilisation de mes paiements qui ont été faits depuis ma banque tierce, j'utilise dans mes settings. Il faut que j'aille sur la bonne entité, je suis désolée. Je vais aller dans mes settings. Je vais aller sur mon wallet. Je vais aller dans Account Statement. Et alors, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà. Si vous allez sur Out et que vous téléchargez votre statement, votre relevé bancaire Spendesk, vous allez avoir plusieurs documents qui vont sortir. Votre relevé bancaire Spendesk et également le détail de toutes les factures que vous avez payées sur le mois d'août, que vous avez payées en utilisant Spendesk. Pas en utilisant l'argent sur Spendesk, mais les virements que vous aurez générés depuis Spendesk. Du coup, ce document-là, moi, je le réutilise pour faire de la comptabilité, enfin, pour m'aider dans mon journal de banque de ma banque tierce. Je vais le regarder et je vais l'importer. En fait, je vais le retravailler pour l'utiliser. Ensuite, dans ma comptabilité de ma banque externe. Je ne sais pas si ça fait sens. Je vais hyper vite parce qu'il reste très peu de temps, qu'on n'a pas eu beaucoup de temps et j'aimerais bien passer à vos questions. Je pense que je vais m'arrêter là et je vais vous laisser poser vos dernières questions. Je vais essayer de lire dans le chat s'il en reste. Alors, le champ analytique est un custom field ou c'est paramétrable Ok, super. Y a-t-il possibilité avec API de synchroniser les référentiels fournisseurs, cost center? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'API, mais moi, comme je vous le dis, j'utilise beaucoup Excel et NetSuite et je fais mes imports et ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Comment peut-on identifier les fournisseurs manquants lors de l'import de Spendesk vers NetSuite? En fait, il y a le message d'erreur dans NetSuite qui vient dire « je ne reconnais pas ce fournisseur ». Est-ce qu'à l'import, les notes de frais s'afficheront-elles en payé? En fait, vous allez avoir dans votre journal d'achat les notes de frais et dans votre journal de banque, celles qui ont été payées par Spendesk. Parce que vous pourriez très bien, dans Spendesk, vous pouvez très bien dire, en fait, celle-ci, celle-ci, je veux les payer avec Spendesk ou peut-être que je veux les payer avec ma banque externe. Donc, en fait, on ne peut pas vous donner le statut de paiement dans le journal d'achat puisque, en fait, elles peuvent soit apparaître dans le journal de banque qui va ressortir le même mois ou alors elles vont apparaître sur votre relevé bancaire de la banque externe que vous utilisez depuis laquelle vous aurez peut-être fait partir les virements, les remboursements pour les salariés. C'est pour quand l'intégration Spendesk NetSuite? Je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis énormément sollicitée, moi, côté compta, par l'équipe produit pour la mettre en place correctement. En important par journal entry et non par vendor bill, cela ne pose pas-il problème pour avoir une balance fournisseur auxiliarisée? En fait, comme je mets ma invoice date et ma due date, je n'ai pas de problème avec. En revanche, je suis d'accord qu'en important des journal entries, il y a des rapports qui fonctionnent beaucoup moins bien que si on importait des vendor bills. Je pense notamment au rapport de TVA, qui est complètement différent si j'importais en utilisant des vendor bills. Donc, évidemment, je vous conseille d'utiliser les vendor bills. Moi, ça fait 1 an et demi que j'ai mis en place NetSuite et que c'est comme ça que je fais depuis 1 an et demi. Et je pense que vous allez peut-être vous reconnaître dans ce que je dis, mais j'aime pas trop changer mes process quand quelque chose fonctionne bien et couvert. J'ai pas spécialement envie de changer. Le travail que ça me demande, en fait, c'est vraiment tout un
process, rédaction de process, changement de process, explication à mes équipes. Donc, souvent, j'ai tendance quand même à repousser le plus tard possible tous les changements comme ça de process que j'ai mis en place. Comment faire un export en masse des suppliers Spendless pour importer en vendor en masse dans NetSuite avec reprise des différentes infos? C'est une bonne question. Je pense que peut-être que l'équipe product pourrait revenir là-dessus. Je n'ai pas la réponse. Après, on peut l'exporter depuis Forest, à mon avis. Le exporter, ok. Ouais. Alors peut-être que votre Customer Success pourra vous répondre là-dessus, pourra potentiellement faire un export pour vous. Est-ce qu'il existe un template d'export NetSuite dans Spendless? Tout à fait, oui. Il y a un mapping. Quid des les CCA FNP, j'adore ces questions. Eh bien, je vais aller très rapidement dessus. Dans Bookkeep, dans Préparer, j'ai ajouté 2 champs libres. Donc ça, vous pouvez les demander aussi à vos Customer Success, qui s'appelleraient Start Date et End Date et Schedule. C'est 3 champs. Date de début de prestation, date de fin de prestation et schedule. Moi, dans schedule, je dis si c'est FNP ou CCA parce que je veux potentiellement parfois que ma facture, elle impacte le mois précédent parce que des fois, je reçois ma facture le 1er du mois, mais en fait, elle concerne une prestation du mois précédent. Dans ces cas-là, je veux que dans mes schedules, ce soit une FNP. Bon, là, j'ai l'exemple de la CCA. On n'a pas encore créé la FNP, mais dans NetSuite, je l'ai créée. Et donc, quand vous allez faire votre export, vous allez avoir du coup ces champs qui sont soit remplis parce que vous les avez flagués comme étant CCA ou FNP. Vous allez avoir une date de début, une date de fin. Et ensuite, dans NetSuite, vous allez pouvoir utiliser dans votre mapping la start date et end date. Ah ouais, du coup, je suis sortie de l'import. Et une fois que vous avez rempli la colonne schedule, la start date et la end date, vous allez aller dans Transactions, Financial, Create Amortization Journal Entries. Et là, en fait, il va regarder sur septembre, par exemple. Ça, ce sont toutes les écritures sur lesquelles il a reconnu qu'il y allait avoir une prestation en septembre, même si la facture ne datait pas de septembre. Donc là, par exemple, j'avais une facture annuelle. Je vais essayer de vous l'ouvrir. On dépasse un peu, mais je pense que comme ça vous intéresse, j'en profite. Je vais aller sur l'écriture de base. Donc, en fait, je me suis créé des template names, des templates de schedule qui viennent dire on va faire une CCA qu'on va répartir dans le futur, donc sur 2 mois, 3 mois, 5 mois, 8 mois, en fonction de la date de début et de la date de fin. Là, je vous donne un exemple. J'avais une facture à 35 000 qui va du 20 novembre 2021 au 19 novembre 2022. Donc, évidemment que j'ai fait une CCA. Je lui ai donné ici un schedule. Je lui ai dit, cette facture-là, je lui ai dit en lui mettant un schedule et en mettant une start date et end date, tout le reste s'est fait automatiquement. Donc, cette fiche-là, par exemple, je ne l'ai pas créée à la main. Elle s'est créée depuis mon journal d'achat quand je l'ai importé. NetSuite a reconnu le schedule, donc je veux splitter cette facture et il a reconnu la date de début et la date de fin. Donc, il me propose de créer un cut-off sur cette facture et il l'a réparti sur novembre, décembre, janvier, février, etc., etc. Et donc là, vous pouvez voir, il m'a bien réparti ma facture de manière égale et il me montre où il en est dans son cut-off. Donc, je peux même extraire un tableau de cut-off depuis NetSuite en allant regarder tous les amortization schedules. Donc, je vous laisse après vous renseigner dans NetSuite, dans le Help Center pour voir comment ça fonctionne, l'histoire des amortization. Mais c'est comme ça que moi, je l'utilise et que je fais mes cut-offs. Donc, en fait, je n'importe pas de cut-off manuellement via un Excel. J'importe tout via mon journal d'achat et je cut-off dans le futur. Parfois, si j'ai reçu une facture le 1er du mois qui concerne le mois précédent, je fais une FNP sur le mois précédent. Comme ça, j'impacte bien le mois précédent, mais je garde en accounting date la vraie date de la facture parce que ce n'est pas parce qu'elle concerne le mois précédent que je dois la comptabiliser sur le mois précédent. Je vais continuer de la comptabiliser sur, je ne sais pas, le 1er septembre et de mettre une charge et d'activer ma charge sur le mois d'août, par exemple. Pour revenir très rapidement sur la partie j'ai une facture, je voudrais la ventiler entre différents codes analytiques, cost center.
je vous conseille de vous rapprocher du Help Center de NetSuite et de regarder comment fonctionnent les allocations. Est-ce que je les retrouve ici? Financial, Create Allocation Schedules. En fait, dans NetSuite, vous pouvez créer, par exemple, si vous avez une répartition qui arrive régulièrement, du genre, je ne sais pas, 50-50 entre l'équipe paye et l'équipe légale et l'équipe juridique. Je prenais l'exemple de la facture d'avocat. Vous pouvez créer une allocation automatique entre ces deux cost centers. Donc, vous pouvez créer en fait cette répartition dans NetSuite, lui dire, voilà, ça c'est une répartition qui va arriver souvent. Donc, en fait, NetSuite va récupérer le montant qui est en compte de charge, va splitter cette dépense dans les deux cost centers, dans les deux comptes de charge, dans les deux analytiques que vous allez avoir déterminés à la base, et il va passer les écritures tout seul. Donc, il faudra pour que ça fonctionne bien avec Spendesk et avec NetSuite de faire cette répartition, de créer un champ libre allocation qui va ensuite être reconnu par NetSuite et où vous allez pouvoir, pareil, run allocation pour splitter les différentes charges entre plusieurs centres de coûts. Je prends un autre exemple. On est encore on va hyper loin, donc renseignez-vous sur NetSuite. Vous pouvez faire des allocations calculées du genre ma facture de transport, je veux qu'elle soit répartie de manière calculée en fonction du chiffre d'affaires. Je veux que mon transport soit impacté sur toutes mes boutiques en fonction du chiffre d'affaires généré par celle-ci. Ça va être une allocation calculée que vous allez pouvoir appeler chiffre d'affaires, et elle va, pareil, prendre la charge, voir quels sont les différents centres de coûts liés à notamment votre chiffre d'affaires, vos boutiques, et répartir cette dépense-là entre les différentes boutiques. Donc ça, c'est des choses aussi, c'est des petits tips que je vous donne qui sont possibles. C'est des champs libres sur Spendesk, donc c'est quelque chose que les équipes peuvent vous activer très facilement, que vous pouvez vous aussi avoir dans NetSuite, mais il faut vous familiariser avec ces notions dans NetSuite pour pouvoir les utiliser et parce que notamment la répartition en fonction du chiffre d'affaires, c'est une donnée calculée, c'est une donnée assez intelligente, ça vous évite de faire du retraitement à la main et ça a une grosse valeur ajoutée pour certaines dépenses. Donc, n'hésitez pas. Si j'arrive à vous retrouver deux, trois pages NetSuite qui résument ces éléments-là, n'hésitez pas à nous demander dans le chat, on vous enverra ça par la suite aussi. Et je pense qu'on est bien au-delà du temps. Donc, ouais, je peux pas vous montrer plus dans le schedule, on est complètement en dehors du temps, mais n'hésitez pas, je vais vous envoyer des notes de comment ça fonctionne, dans NetSuite, l'explication dans NetSuite, et c'est surtout ça qui va être assez intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, envoyez vos factures par mail, vos factures ou vos... Alors, je ne comprends pas. Ouais, c'est les justificatifs qui ne marchent pas à tous les coups. Alors, moi, je vous avoue, je l'utilise peu, mais parce que je dépense très peu, parce que nous, en finance, on est assez exigeants et on ne dépense pas. Donc, je ne me rends pas compte de si ça ne marche pas. Je pense que pareil, peut-être que quelqu'un des équipes pourra revenir vers moi. Enfin, revenir vers vous surtout, parce qu'en fait, moi, ça n'a pas d'impact. Ah, super sympa comme commentaire, hyper instructif. Bah, merci à vous de m'avoir écouté. Je parle beaucoup, je déteste entendre ma voix en plus. Donc, j'espère que le record vous sera utile. N'hésitez pas à revenir avec vos questions. On répondra même par la suite. S'il reste des questions, on reviendra dessus. Et je suis vraiment désolée. On a pris beaucoup de temps à répondre à vos questions, mais je pense que voilà, utiliser NetSuite, c'est nouveau, c'est complexe, c'est un ERP, il y a plein de choses dedans, c'est trop bien. Et en même temps, quand on n'est pas au courant, on ne sait pas comment ça fonctionne. Je suis passée par là, ça fait 1 an et demi que je me prends les dents dedans. C'est super génial. Si je peux vous éviter ces frictions, voilà, moi, je passe beaucoup de temps avec les équipes aussi, Customer Success, pour leur donner ce genre de type, leur faire des vidéos. Donc, surtout, remontez-leur. On essaiera de faire au mieux pour vous aider. Trop bien. Et ben merci beaucoup Eva. Merci pour cette heure très instructive. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous de vous être connectés. T'as des pluies de remerciements, Eva. Merci encore Eva et merci à tous.